Au cours du 2e mois de notre mariage, ma belle-mère a dit, puisque tu vis dans la maison familiale, tu devrais payer toutes les factures. J'ai souri et j'ai répondu, alors je vais retourner dans la maison que j'ai achetée avant notre mariage. Mon mari a pâli et a demandé, quelle maison? Au cours du 2e mois de notre mariage, debout dans la cuisine de la maison que sa mère appelait la maison familiale, tenant un torchon qui sentait l'adoucissant de quelqu'un d'autre. Écoutant une femme qui ne m'avait jamais regardé dans les yeux me dire que puisque je vivais sous le toit de sa famille, la moindre des choses que je pouvais faire était de couvrir toutes les factures du ménage. L'eau, l'électricité, le gaz, les courses, l'entretien, tout. Elle l'a dit de la façon dont les gens disent des choses qu'ils ont répétées. De manière fluide, certaine, juste un peu trop désinvolte. Elle remuait quelque chose dans une casserole sur la cuisinière et elle ne s'est même pas retournée quand elle l'a dit. J'avais 31 ans. J'étais marié depuis 53 jours. Et j'ai souri. J'ai souri de la façon dont on sourit quand quelqu'un vous donne exactement l'information dont vous aviez besoin, et qu'il n'a aucune idée qu'il vient de le faire. J'ai dit, alors je vais retourner dans la maison que j'ai achetée avant notre mariage. La cuillère s'est arrêtée de bouger. Elle s'est retournée lentement, et de l'autre côté de la cuisine, debout dans l'encadrement de la porte avec une expression sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre la confusion et la première froide prise de conscience qu'il avait fait une grave erreur de calcul. Mon mari, Daniel Mercé, a dit, quelle maison? Et ce fut le moment. Non pas le moment où tout s'est effondré. Le moment où j'ai compris complètement et sans l'ombre d'un doute exactement sur quoi ce mariage avait été construit. Pas sur l'amour, pas sur le partenariat, pas même sur le respect, le minimum syndical qu'une personne accorde à un étranger dans la rue. Il avait été construit sur une supposition. La supposition que je n'avais rien, que j'étais entré dans ce mariage de la façon dont il l'imaginait, reconnaissante, ingénieuse avec les ressources de quelqu'un d'autre, prête à verser mon travail et mes revenus dans une maison qui n'était pas à mon nom. Et une vie qui n'était pas construite pour moi. Il ne savait pas pour la maison parce que je ne lui avais jamais parlé de la maison. J'avais attendu de voir s'il poserait la question. En 9 mois de relation et 6 mois de fiançailles, il ne m'avait jamais demandé de manière significative, spécifique et responsable, « Qu'est-ce que tu as ? Que as-tu construit avant cela ? Qu'est-ce qui est à toi ?» Il m'a demandé ce que je faisais comme travail. Il savait que j'étais ergothérapeute, que j'avais un nombre régulier de patients dans un centre de rééducation à Plano, au Texas, que j'avais un bon salaire et aucune dette. Il connaissait les grandes lignes. Il n'a jamais voulu connaître les détails, et j'ai remarqué cela. Je l'ai classé dans la catégorie des choses intéressantes concernant une personne. Les choses qu'ils ne demandent pas, pas les choses qu'ils disent. La maison était une propriété de style ranch de 3 chambres dans une rue calme de Garland. Je l'avais achetée 4 ans avant de rencontrer Daniel, quand j'avais 26 ans, en utilisant l'argent que j'avais économisé depuis mon premier emploi après mes études supérieures. 1400 pieds carrés, une cour arrière avec un chêne vert qui ombrageait tout le porche, une cuisine que j'avais rénovée moi-même le week-end avec l'aide de mon père, du carrelage que j'avais choisi, des armoires que j'avais installées parce que je voulais comprendre comment l'espace fonctionnait. Elle valait, au moment de mon mariage, environ 260 000 €. J'avais une valeur nette d'environ 140 000 € dessus. J'avais un locataire, un étudiant diplômé calme nommé Marcus, qui payait 1150 € par mois à temps, chaque mois, par virement automatique. Daniel ne connaissait pas Marcus. Il ne connaissait pas le virement automatique. Il ne connaissait pas du tout la maison de Garland. Il me connaissait comme une femme qui gagnait un bon salaire, qui semblait financièrement responsable et qui n'avait jamais eu à lui emprunter de l'argent pour quoi que ce soit. Il avait comblé le reste avec sa propre histoire confortable. Cette histoire impliquait qu'il était le pourvoyeur, celui qui avait les fondations, celui qui apportait le capital, la maison de sa mère, dans laquelle il vivait depuis l'université, qui était au nom de Norma Mercé. Et que Daniel me disait depuis 9 mois être en cours de transfert à son nom comme cadeau de mariage de sa mère. Un cadeau qui ne s'était pas encore concrétisé, un cadeau qui, comme je le comprendrai bien plus tard, n'avait jamais eu l'intention de se concrétiser du tout. Mais dans la cuisine ce matin-là, 53 jours après mon mariage, je commençais seulement à comprendre la forme de ce qui avait été planifié autour de moi. Norma a posé sa cuillère. Elle m'a regardé avec une expression que j'allais bien connaître au cours des 2 années suivantes. Une sorte d'évaluation de recalibrage, le regard d'un joueur d'échecs qui vient de réaliser que son adversaire a déplacé une pièce qu'il n'avait pas vue.
Elle a dit prudemment, tu possèdes une propriété? J'ai dit, je possède une propriété locative à Garland. Je l'ai achetée en 2015. Le locataire y est depuis 2 ans. Elle a regardé Daniel. Daniel était toujours debout dans l'encadrement de la porte et il était devenu très immobile. Je l'ai observé pendant un moment. Je n'ai rien dit d'autre. Ensuite, j'ai plié le torchon, je l'ai posé sur le comptoir, et j'ai demandé si quelqu'un voulait du café. C'est ce que je suis. Pas quelqu'un qui crie quand il est en colère. Pas quelqu'un qui s'effondre quand il a peur. Je suis quelqu'un qui plie le torchon, fait le café et commence à prendre des décisions. Pour comprendre comment je suis arrivé dans cette cuisine, détenant ce savoir particulier, il faut comprendre comment je suis arrivé à Daniel Mercer en premier lieu. Je dois revenir un peu en arrière, non pas parce que le passé est l'endroit où je vis, mais parce que le modèle était visible depuis le début si l'on savait comment le lire. Et je sais comment le lire maintenant. J'ai rencontré Daniel lors d'une collecte de fonds pour un hôpital pour enfants à Dallas à l'automne 2019. J'y étais avec une collègue du centre de rééducation, une physiothérapeute nommée Priya Anand, qui était mon amie de travail depuis 6 ans et qui avait gagné les billets lors d'une tombola. Priya est le genre de personne qui s'engage pleinement dans tout ce qu'elle fait, c'est pourquoi elle portait une robe longue pour une vente aux enchères un jeudi soir, et pourquoi je portais une robe verte que j'avais mise pour la dernière fois à la fête de fiançailles d'un cousin. Me sentant par conséquent sous-habillé en comparaison. Daniel était à l'autre bout de la pièce. Il avait 34 ans, les cheveux bruns, avec ce genre de posture détendue qui vient du fait d'avoir été regardé toute sa vie sans que cela ne dérange. Il travaillait dans l'immobilier commercial, pas du côté des propriétaires, mais du côté du courtage, une distinction que je comprendrai beaucoup plus clairement plus tard. Il s'est approché de nous parce que Priya enchérissait agressivement sur un lot de vin, et il trouvait cela divertissant. Il était charmant, pas d'une manière lisse et répétée, mais à la manière de quelqu'un qui appréciait sincèrement les gens, qui était curieux, drôle et qui prêtait attention quand on parlait. Il se souvenait des choses. Il posait des questions de suivi. Il a appelé 2 jours plus tard. Il est arrivé au premier rendez-vous avec une recommandation de restaurant qu'il avait cherché parce que j'avais mentionné avec désinvolture que j'avais envie de nourriture thaïlandaise. Ce sont les choses dont on se souvient d'une personne au début. Pas ce qu'ils ne vous disent pas, pas ce qu'ils supposent. L'effort, le scintillement superficiel de l'effort. Nous sommes sortis ensemble pendant l'hiver et jusqu'à l'année suivante. Il m'a présenté à sa mère en février dans cette même maison de Frisco où je me tiendrai plus tard dans la cuisine pour m'entendre dire de payer les factures. Norma Mercer avait 63 ans à l'époque, c'était une administratrice d'école à la retraite, une femme qui portait ses cheveux dans un carré argenté soigné, qui gardait sa maison impeccablement propre et qui avait des opinions sur tout. Opinions qu'elle livrait sur un ton de certitude tranquille qui faisait ressentir tout désaccord comme un échec personnel. Elle a été agréable avec moi ce premier soir, élogieuse sur mon travail, intéressée par mon domaine, accueillante de toutes les manières superficielles. Priya m'a demandé par la suite ce que je pensais d'elle. J'ai dit, elle est très douée pour être agréable. Priya a dit, ce n'est pas la même chose qu'être chaleureuse. Elle avait raison. Je le savais alors. Je l'ai classée. Daniel et moi avions ce qui ressemblait de l'extérieur à une relation saine. Nous avons voyagé à la Nouvelle-Orléans pour un long week-end, à Denver pour skier, fait un voyage à Portland pour voir de ses amis. Nous cuisinions ensemble le dimanche. Nous parlions de l'avenir de la manière abstraite dont les couples le font quand les choses sont confortables, et qu'aucune des 2 personnes ne veut être celle qui pousse à la spécificité. Il a parlé de vouloir une famille. Il a parlé de quitter un jour le courtage pour se lancer dans le développement, d'avoir ses propres projets. Il a parlé de la maison de Frisco et de ce qu'elle représentait pour lui, de la façon dont il y avait grandi, de la façon dont sa mère l'avait conservé à travers 2 refinancements hypothécaires et un divorce d'avec son père quand Daniel avait 11 ans. Et de la façon dont elle avait toujours prévu que la maison revienne à Daniel le moment venu. J'ai demandé une fois si la maison était actuellement à son nom. Il a dit que c'était géré par un avocat, que ces choses prenaient du temps, que sa mère faisait attention aux implications fiscales. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas insisté, mais j'ai remarqué comment ses yeux ont bougé très légèrement vers la gauche quand il a répondu, et j'ai remarqué qu'il a changé de sujet en 45 secondes. Je veux être clair sur quelque chose avant d'aller plus loin. Je n'ai pas épousé Daniel Mercer par désespoir, par solitude ou parce que je n'avais pas d'option. Je l'ai épousé parce que je l'aimais, ou du moins je le croyais, ce qui est la même chose de l'intérieur.
Je l'ai épousé parce que quand il était bien, quand il était l'homme qui apportait des recommandations de nourriture thaïlandaise, qui se souvenait des détails et qui riait d'une manière qui rendait toute la pièce plus chaleureuse, il valait sincèrement la peine d'être aimé. Et je l'ai épousé parce que j'avais 30 ans, que je voulais un partenaire et que je pensais en avoir trouvé un. Ce que je ne savais pas alors, ce que l'on m'enseignait encore lentement par le poids accumulé de petits ajustements et d'informations gérées, c'était que la vision du partenariat de Daniel était architecturale. J'étais censé être un mur porteur. J'étais censé fournir la stabilité, les revenus, le travail émotionnel et toute fonction domestique requise pendant que Daniel conservait la liberté et la flexibilité de poursuivre la vie qu'il construisait en arrière-plan. Une vie dans laquelle je n'étais pas invité. Une vie que sa mère l'aidait à construire depuis des années avant mon arrivée. Nous nous sommes mariés en septembre 2020, un petit mariage dans un jardin près de Dallas. 40 personnes, des fleurs simples, une liste de lectures que j'avais construite sur 2 mois parce que j'aime la musique et que je voulais qu'elle soit parfaite. Mes parents sont venus de Houston. Mon frère a pris l'avion depuis Seattle. Priya était ma demoiselle d'honneur et a pleuré pendant les vœux, ce qui m'a fait pleurer, ce qui a fait pleurer tout le monde, ce pourquoi je l'aimerai toujours. Nous avons emménagé dans la maison de Frisco parce que Daniel a dit que c'était le choix pratique pendant que les documents de transfert étaient finalisés. Sa mère, disait-il, logeait temporairement chez sa sœur à Msekini, c'est pourquoi nous avions la maison pour nous seuls. J'ai accepté parce que c'était logique financièrement. La maison était belle. Elle était déjà meublée. Nous ne payions pas de loyer pendant que nous économisions pour un acompte sur quelque chose à nous. Du moins, c'est ce que j'avais compris. Ce que je ne savais pas, c'est que Norma n'avait jamais eu l'intention de partir. Elle avait déménagé à Msekini pour 6 semaines. Et puis elle est revenue 2 mois après notre mariage avec 2 valises et une marmite de soupe, se tenant à la porte d'entrée de la maison qu'elle n'avait en fait jamais abandonnée. Disant que son propre espace lui avait manqué et qu'elle espérait que cela ne nous dérangerait pas si elle reprenait sa chambre. Daniel m'en a informé 10 minutes avant son arrivée. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que je n'étais pas une participante à ce mariage de la façon dont je l'avais cru. J'y étais un meuble, et les meubles ne reçoivent pas de préavis. J'ai dit très peu de choses quand elle est revenue. J'ai été poli. J'étais calme et j'ai commencé à prêter une attention différente. Norma Mercer n'était pas une femme stupide. Elle était en fait très stratégique, d'une manière que je n'ai appris à apprécier qu'avec le recul. Elle avait passé des années à gérer la vie de Daniel d'une manière particulière. Pas en l'étouffant exactement, mais en conservant un moyen de pression. C'était elle qui avait la maison. C'était elle qui avait les économies de retraite dont Daniel comptait discrètement hériter. C'était elle qui, comme je le découvrirai plus tard, disait à son fils depuis des années que la bonne femme comprendrait que les biens familiaux étaient des biens familiaux. Qu'une véritable partenaire ne se soucierait pas d'avoir des choses à son propre nom parce que ce qui appartenait à la famille lui appartenait aussi. C'est un cadre séduisant quand on est à l'intérieur et qu'on ne l'examine pas attentivement. Tout est partagé. Tout est à nous. Quoi de plus aimant? Quoi de plus engagé que la dissolution de la revendication individuelle dans l'appartenance collective? Dans la pratique, cela signifiait ceci. Je devais contribuer pleinement, financièrement, sur le plan domestique, et émotionnellement, à une structure qui n'était pas à mon nom, qui n'était pas en train d'être transférée à mon nom, et qui pouvait être restructurée sans ma connaissance ou mon consentement à tout moment. Le salaire de Daniel, qui était basé sur des commissions et volatile, couvrirait ses dépenses personnelles, le paiement de sa voiture et tout ce qu'il jugerait nécessaire. Mon salaire, qui était fiable, déposé directement toutes les 2 semaines, absorberait les coûts de fonctionnement du ménage sans jamais créer de valeur nette dans quoi que ce soit que je pourrais réellement appeler mien. Quand Norma a dit ce matin-là dans la cuisine que je devais payer toutes les factures puisque je vivais dans la maison familiale, elle n'était pas opportuniste. Elle livrait l'état final d'un plan qui était en mouvement depuis avant mon arrivée. Elle s'attendait à ce que je calcule, que je dise quelque chose de conciliant et que je me conforme. Elle s'attendait à ce que je sois une femme qui avait besoin de la structure, qui avait besoin de la maison, qui mesurerait ses options et déciderait que la paix valait mieux que le conflit. Elle ne s'attendait pas à ce que j'aie ma propre maison. Elle ne s'attendait pas à ce que je dise facilement, sans faire de scène, que je pouvais simplement partir. Et Daniel, debout dans cet encadrement de porte, le visage blêmissant, ressentait la nausée spécifique d'un homme qui réalise qu'il a épousé une variable qu'il n'avait pas calculée. Je n'ai pas déménagé cette semaine-là. Je veux être très clair à ce sujet.
Je ne suis pas le genre de personne qui agit sous le coup de l'émotion. Je suis resté. J'ai continué à prêter attention. J'ai continué à sourire au bon moment et à être agréable de la manière dont il est sûr d'être agréable. J'ai appelé Priya ce soir-là depuis ma voiture, garée sur le parking d'une pharmacie à 3 pâtés de maison de la maison, et je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé, dans l'ordre, du début à la fin. Priya n'a rien dit pendant environ 40 secondes. Puis elle a dit, « D'accord, donc tu ne fais pas face seulement à lui. Tu fais face aux deux. » Et j'ai dit, « Je sais. » Et elle a dit, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et j'ai dit, « Je veux comprendre exactement dans quoi je suis avant de décider quoi que ce soit. » Et elle a dit, « Alors découvrons dans quoi tu es. » Cet appel a été le début de tout ce qui a suivi. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à observer avec l'attention spécifique d'une personne qui a déjà décidé de documenter plutôt que de simplement endurer. J'ai gardé un fichier de notes sur mon téléphone, protégé par mot de passe, sauvegardé sur un compte cloud privé que Daniel ne connaissait pas parce que j'ai toujours été le genre de personne qui crée des systèmes redondants pour les choses qui comptent. Le fichier s'intitulait « L'entretien de la maison », pour qu'il soit invisible lors d'un défilement occasionnel. J'y ai ajouté des choses presque tous les jours. Daniel avait un modèle. Il m'a fallu environ 3 semaines pour le voir clairement. Il était attentif quand il voulait quelque chose. Quand il avait besoin que je couvre une facture, quand il était entre 2 commissions et que le compte courant était bas, quand il voulait le genre de stabilité domestique qui exigeait que je cuisine, nettoie, gère et planifie. Quand il venait de conclure une affaire et que sa confiance était élevée, il était distant, préoccupé par son téléphone d'une manière qui avait la qualité spécifique de la confidentialité maintenue, la légère inclinaison de l'écran loin de moi, la pause avant de le poser. Le rien désinvolte quand il répondait à quelque chose qui n'était clairement pas rien. Je n'ai pas attrapé son téléphone. Je n'ai pas regardé par-dessus son épaule. J'ai observé et j'ai commencé à poser des questions dont je savais déjà comment trouver les réponses sans le lui demander. Le rôle de Norma là-dedans, j'apprenais, était à la fois fonctionnel et émotionnel. Elle était son stabilisateur, la personne qui validait chaque version des événements dans laquelle Daniel était la personne raisonnable. Et j'étais celle qui n'était pas assez flexible, qui ne comprenait pas correctement la situation, qui n'appréciait pas ce qu'elle et Daniel avaient construit pour nous. Quand je contestais quoi que ce soit, Norma apparaissait physiquement dans la cuisine, dans le couloir, quelque part à proximité avec un commentaire qui portait techniquement sur autre chose. Mais qui était émotionnellement un rappel que j'étais une invitée dans une dynamique qui me précédait et qui me survivrait si je ne faisais pas attention. Elle m'a dit une fois pendant que nous plions le linge que Daniel avait eu des moments difficiles après le départ de son père, qu'il avait eu besoin de stabilité et de constance, qu'il avait eu besoin de savoir que les gens autour de lui étaient engagés envers lui. Elle l'a dit en regardant la serviette entre ses mains très calmement et l'implication n'était pas subtile. Soit la personne qui reste, ou soit la personne qui l'abandonne comme l'a fait son père. J'ai compris la pression qu'elle exerçait. J'ai aussi compris, debout là à plier une serviette dans une maison qui n'était pas la mienne, que son fils avait 35 ans et que la personne la plus responsable de lui faire ressentir l'abandon était la personne qui utilisait son abandon comme outil de gestion. Je ne l'ai pas dit. J'ai plié la serviette, j'ai dit quelque chose de doux sur le fait que j'étais sûr que nous trouverions nos marques, et je suis monté à l'étage pour ajouter cela à mon fichier de notes. Au 4e mois, j'avais commencé le processus pour comprendre formellement ma position financière par rapport à ce mariage. J'ai contacté une avocate en droit de la famille à Dallas, non pas pour une consultation sur le divorce, mais pour une consultation sur le droit des biens matrimoniaux au Texas, sur ce qu'un conjoint a le droit de documenter et de conserver. Sur ce qui constitue un bien propre par opposition à un bien commun, et comment cette distinction est maintenue. L'avocate était une femme nommée Caroline Wett, petite, précise, avec des lunettes de lecture qu'elle gardait sur une chaîne autour de son cou. Elle a posé de bonnes questions. Elle m'a dit que le Texas est un état de bien commun, ce qui signifiait que les revenus et les biens acquis pendant le mariage étaient généralement considérés comme une propriété conjointe, peu importe le nom qui y figurait. Elle m'a aussi dit que les biens acquis avant le mariage, clairement documentés, restaient des biens propres. Elle m'a dit de garder des registres. J'ai dit, je le fais déjà. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, bien. J'ai engagé Caroline sur une base limitée, pas encore comme mon avocate spécialisée dans les divorces, mais comme ma conseillère. Je l'ai payée à partir d'un compte personnel que j'avais conservé séparément de notre compte joint, un compte que j'avais ouvert avant le mariage et gardé séparé, ce que j'avais le droit légal de faire.
Daniel savait que ce compte existait dans l'abstrait. Il ne le suivait pas. Ce que je construisais mois par mois était une image claire, non seulement des problèmes du mariage, mais de sa véritable structure financière, ce qui existait, ce qui était caché, ce à quoi j'avais droit, et ce qui devrait être documenté pour le prouver. En février, au 5e mois du mariage, j'ai remarqué un modèle dans notre compte joint que je ne pouvais pas expliquer. Les dépôts de commission de Daniel variaient, ce qui était normal pour le courtage, mais il y avait aussi des transferts sortant plus petits et irréguliers vers un numéro de compte que je ne reconnaissais pas, environ 700 à 1100 € à la fois, jamais selon un calendrier prévisible. J'en ai signalé 6 dans mon fichier de notes avec les dates, les montants et les 4 derniers chiffres des comptes de destination tels qu'ils apparaissaient sur le relevé. J'ai évoqué les transferts au dîner un soir très calmement, en disant que j'avais regardé le compte et que je voulais mieux comprendre le budget. Daniel a dit que c'était des dépenses professionnelles, des frais payés à un partenaire de référence, des coûts administratifs pour la structure d'une transaction. Il l'a dit de manière fluide, il l'a dit rapidement et il a changé de sujet pour savoir si je voulais renouveler notre abonnement de streaming. J'ai dit, bien sûr. Et j'ai noté la réponse dans mon fichier avec l'horodatage. J'ai commencé à lire nos relevés bancaires de la façon dont un examinateur médico-légal lit un document. Pas pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il suggérait. Les irrégularités étaient suffisamment petites pour être manquées si on ne les cherchait pas. Sur les 5 mois dont j'avais la documentation, les transferts sortant de notre compte joint vers ce compte inconnu totalisaient 9 420 €. 9 420 € que Daniel avait décrits comme des dépenses professionnelles sans produire un seul reçu. À ce stade, je veux vous parler de quelqu'un d'autre. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement ce que Daniel cachait. Elle concerne qui l'aidait à le cacher, depuis combien de temps elle le faisait, et la qualité particulière de cruauté qui vient de quelqu'un qui me regardait à travers la table du dîner chaque dimanche et se servait de mon travail et de mon salaire tout en gardant les secrets de son fils. Norma Mercé était au courant des transferts. Elle était au courant parce qu'elle était, comme je le documenterai finalement, l'une des destinataires. Pas la seule destinataire, mais une destinataire importante. Daniel acheminait de l'argent de notre compte de ménage conjoint vers sa mère. Pas comme un cadeau, pas comme un loyer, pas comme un arrangement financier reconnu, mais comme une extraction discrète et continue menée avec la certitude qu'elle ne serait jamais remise en question parce que sa femme ne savait pas où chercher. Comment l'ai-je découvert? Par un moment de négligence ordinaire, Norma, fin mars, a laissé sa messagerie électronique ouverte sur l'ordinateur de la cuisine, un ordinateur de bureau qu'elle utilisait occasionnellement pour imprimer des coupons de réduction. Auquel elle m'avait demandé d'accéder quand j'avais besoin d'imprimer quelque chose. Je suis allé ouvrir le navigateur et sa boîte de réception était à l'écran. Je ne cherchais rien, mais l'objet d'un email près du haut de la boîte de réception disait « Transfert confirmé ». Et le nom de l'expéditeur était un service que j'ai reconnu sur les relevés de notre compte joint. Je n'ai pas ouvert l'email. J'ai photographié l'écran avec mon téléphone, j'ai fermé le navigateur et j'ai imprimé mon document. J'ai ajouté la photographie à mon fichier de notes, et j'ai appelé Caroline Ouette le lendemain matin. Le printemps 2021 a été le moment où j'ai cessé d'être une épouse qui essayait de comprendre son mariage pour devenir une femme qui se préparait à le quitter à ses propres conditions. Le changement n'a pas été dramatique. Ce fut le changement silencieux et méthodique d'une personne qui a rassemblé des informations pendant assez longtemps pour en avoir maintenant suffisamment. Je ne me le suis pas annoncé à moi-même. J'ai juste remarqué un jour que chaque décision que je prenais, chaque conversation que j'avais avec Caroline, chaque document que je photographiais, chaque entrée que j'ajoutais à mon fichier de notes était fait avec un avenir spécifique à l'esprit. Pas un avenir où Daniel changerait et où les choses s'amélioreraient. Un avenir où je sortirais de cela avec tout ce qui m'était dû et où je les laisserais tous les deux avec exactement ce qu'ils méritaient. Ce printemps-là, Daniel devenait négligent. C'est ce qui arrive quand une personne opère sans être détectée pendant assez longtemps. La vigilance diminue. Il a commencé à laisser son téléphone face vers le bas plus souvent, ce que j'avais appris être la mauvaise interprétation de la vie privée. Ce n'était pas qu'il recevait des choses qu'il ne voulait pas que je voie à l'écran. C'était que le téléphone lui-même était devenu une vie séparée qui nécessitait d'être gérée. Et le mettre face vers le bas n'avait rien à voir avec moi. C'était lui qui gérait sa propre attention. Il était distrait d'une nouvelle manière, pas préoccupé par le stress du travail. Énergisé, l'énergie particulière de quelqu'un qui vit quelque chose qu'il trouve significatif. J'ai remarqué le nom qui apparaissait le plus fréquemment quand son téléphone vibrait sur le comptoir.
il avait étiqueté le contact avec un nom générique, un prénom que j'avais reconnu comme celui de son colocataire de l'université, mais le moment des appels ne correspondait pas à un colocataire de l'université. Trop tard le soir, trop tôt le matin le week-end. Le modèle d'une conversation qui est continue, qui reprend et qui s'arrête, qui est maintenue de la façon dont on maintient quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Je n'ai pas téléchargé d'application de suivi. Je n'ai pas engagé de détective privé à ce stade. Ce que j'ai fait, c'est prêter attention aux informations qui étaient déjà présentes. En avril, Daniel est rentré à la maison après ce qu'il avait décrit comme une visite immobilière. Il emmenait un client voir une propriété commerciale à Irving. Il avait un reçu de restaurant dans la poche de sa veste. Le reçu datait d'un vendredi soir. La visite avait eu lieu un jeudi. Le restaurant n'était pas à Irving. Il était à Addison, à 14 miles de là. Et le total, 62 € pour deux, correspondait à un dîner qui ne m'avait pas incluse. J'ai photographié le reçu. Je l'ai ajouté au fichier. J'ai noté que c'était le 3e reçu inexpliqué en 4 mois. La semaine suivante, j'ai contacté de mon propre chef un expert comptable judiciaire nommé Robert Crane, que Caroline m'avait recommandé. Je l'ai rencontré un mardi après-midi alors que j'étais censé faire des courses. J'ai apporté des copies imprimées de 6 mois de relevés de notre compte joint, surlignés selon un système de code couleur que j'avais moi-même élaboré. Robert a regardé les sections surlignées pendant environ 5 minutes. Puis il m'a regardé et a dit, « Vous faites cela depuis un moment. » J'ai dit, « Depuis assez longtemps. » Il a dit, « Il n'y a plus ici que de simples transferts. » J'ai dit, « Je sais. » Il a dit, « Êtes-vous prête à découvrir combien ?» J'ai dit, « Oui. » L'analyse préliminaire de Robert a pris 3 semaines. Quand je l'ai revu fin avril, il avait un rapport préliminaire de 14 pages. Je me suis assise dans son bureau et je l'ai lu pendant qu'il était assis en face de moi, buvant du café et ne disant rien, ce que j'ai apprécié. Les points saillants étaient les suivants. Les transferts que j'avais identifiés à partir du compte joint faisaient partie d'un modèle qui remontait à au moins 8 mois, antérieur à ma documentation, mais cohérent avec elle. Le total des transferts documentés vers le compte inconnu s'élevait à 41 215 € sur 14 mois. Le compte inconnu, tracé par l'analyse du routage et du numéro de compte, combiné à la photographie que j'avais prise de l'email de Norma, était associé à un compte détenu au nom de Norma Mercé dans une coopérative de crédit à Frisco. Il y avait aussi des preuves d'un deuxième compte, un compte courant séparé au nom de Daniel uniquement qu'il ne m'avait jamais divulgué, qui avait été ouvert 6 semaines après notre mariage et qui avait reçu des dépôts de montants variables. Robert pensait qu'il provenait des revenus de commission que Daniel détournait avant qu'il n'atteigne notre compte joint. Le montant estimé sur ce compte, basé sur les modèles de dépôt que Robert pouvait voir à partir des identifiants de transactions de référence, se situait entre 75 000 et 90 000 €. J'ai posé le rapport sur le bureau de Robert et j'ai demandé un verre d'eau. Je suis resté assise un moment très immobile à penser à l'homme qui s'était souvenu de la recommandation de nourriture thaïlandaise et qui avait appelé 2 jours après la collecte de fonds. J'ai pensé à la robe verte. J'ai pensé à Priya pleurant pendant les vœux. Ensuite, j'ai pris le rapport, je l'ai rangé dans mon sac et j'ai dit, que dois-je faire ensuite? Robert me l'a dit, Caroline me l'avait dit, et j'en faisais déjà la majeure partie. Laissez-moi vous dire ce que ça fait de dîner avec quelqu'un qui vous vole alors que vous le savez, et qu'il ne sait pas que vous le savez. C'est une expérience étrange et clarifiante. La nourriture n'a pas beaucoup de goût. La conversation a la qualité d'une performance que vous donnez pour un public d'une seule personne, vous-même. Vous vous regardez jouer la normalité pendant que votre cerveau exécute un processus parallèle. Daniel me demandait comment s'était passée ma journée. Je répondais avec précision. Il parlait de travail, des affaires en cours, de la façon dont le marché évoluait. J'écoutais et je répondais. Et chaque fois qu'il disait le « nous », signifiant lui et moi en tant qu'unité, signifiant notre vie, signifiant notre avenir, je notais la distance entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait réellement, et je la classais. Norma ce printemps-là était vigilante d'une manière qu'elle n'avait pas été auparavant. Elle avait enregistré la conversation au sujet de ma maison. Elle avait recalibré. Elle était plus prudente autour de moi. Moins ouvertement directive, plus apparemment amicale, la chaleur légèrement plus jouée qu'elle ne l'avait été, ce qui la rendait plus visible. Elle a essayé en avril d'avoir une conversation avec moi sur la planification financière familiale.
Elle a dit que Daniel avait mentionné que j'avais des économies séparées et qu'elle espérait que je comprenais l'importance de la transparence dans un mariage, de ne pas avoir de choses cachées. Elle me regardait fixement pendant qu'elle disait cela. Je l'ai regardée en retour avec une expression de gratitude sincère, du genre qui ne coûte rien et ne révèle rien, et j'ai dit, « Tu as tout à fait raison, Norma. La transparence compte tellement. » Elle a hoché la tête. Elle y a cru. Le lendemain matin, j'ai ajouté une note à mon fichier. Norma a tenté une conversation exploratoire concernant mes comptes séparés. Je n'ai pas divulgué d'informations. Note, elle est consciente qu'elle est exposée et vérifie si je l'ai découvert. Je l'avais découvert. J'en découvrais davantage chaque semaine. En mai, j'ai conduit jusqu'à Garland un samedi pour vérifier ma maison. Je n'y étais pas allé depuis 3 mois. Marcus, mon locataire, était sur le porche en train de lire quand je suis arrivé, et il a fait un signe de la main quand il a vu ma voiture. Nous avons parlé pendant quelques minutes. Il terminait sa thèse. Il pensait avoir fini et déménagé pour prendre un poste d'enseignant d'ici le mois d'août. Je lui ai dit que je l'appréciais et que je m'arrangerais avec lui pour la date de fin de son bail. Sur le chemin du retour vers Frisco, je suis passé devant un café où j'allais quand je vivais à Garland. Je me suis arrêté et je me suis assise sur le parking pendant 20 minutes, regardant la porte familière peinte en vert, pensant à qui j'étais quand j'avais acheté cette maison. J'avais 26 ans, je travaillais 60 heures par semaine, je mangeais des sandwichs à mon bureau, je faisais des choix avec très peu de marge d'erreur parce que chaque euro allait à un endroit précis. J'avais construit ce budget moi-même, je savais exactement où tout se trouvait, c'était à moi et j'en étais fier. J'ai pensé, je dois redevenir cette personne. Pas la version d'elle qui était plus jeune et plus brute sur les bords, mais la version d'elle qui savait exactement où tout se trouvait. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Caroline et je lui ai dit que j'étais prête à passer à la phase suivante. Nous avons passé les 3 semaines suivantes à nous préparer. L'assistante juridique de Caroline, une femme méticuleuse nommée Sandra, qui communiquait exclusivement par des emails détaillés, a commencé à rédiger des demandes de communication de pièces pour la procédure de divorce. J'ai séparé mon dépôt direct pour détourner 50% vers mon compte personnel, ce qui était légal, ce que Caroline avait confirmé, et ce que je faisais déjà périodiquement par précaution. J'ai transféré la désignation des revenus locatifs de la propriété de Garland dans des documents qui les traçaient explicitement comme des revenus de biens propres. J'ai contacté ma banque pour ouvrir un compte d'investissement individuel qui contiendrait les fonds de mes économies personnelles. Et j'ai pris rendez-vous avec ma thérapeute, une femme que je voyais une fois toutes les quelques semaines depuis l'hiver, pour lui dire ce que j'allais faire. Le docteur Nadia Audet pratique depuis 22 ans, et elle a une façon d'être complètement immobile quand elle écoute qui vous donne l'impression que la pièce elle-même fait attention à vous. Je lui ai tout raconté, du début à la fin. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Comment vous sentez-vous ? » Pas par rapport à ce qu'ils ont fait, mais là maintenant, aujourd'hui. « Comment vous sentez-vous ? » J'y ai réfléchi honnêtement. J'ai dit, comme si j'étais sur le point de passer un examen pour lequel j'étudie depuis 1 an et que je connais le sujet. Elle a souri. Elle a dit, ce n'est pas une mauvaise façon de se sentir. La décision concernant le moment d'agir a été prise pour moi, d'une certaine manière, la première semaine de juin. Daniel est rentré tard mardi, plus tard que n'importe quelle raison professionnelle que je pouvais identifier, et j'étais assise à la table de la cuisine quand il est entré, non pas pour l'attendre spécifiquement, mais simplement réveillé parce que j'avais mis à jour le fichier de notes et perdu la notion du temps. Il m'a regardé, debout dans la lumière de la cuisine, et quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité exactement, mais le proche parent de la culpabilité, le calcul de quelqu'un qui évalue ce qui a pu être remarqué. Il a souri. Il a dit, « Eh, tu es encore debout. » J'ai dit, « Je termine juste certaines choses. » Et je l'ai regardé poser son téléphone sur le comptoir, face vers le bas. Et je l'ai regardé aller se verser un verre d'eau. Et j'ai regardé la façon dont il s'est appuyé contre le comptoir et a regardé partout sauf moi. Et j'ai pensé, il est temps. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Caroline, avancé. Elle a répondu dans les 4 minutes avec 3 mots. Les papiers sont prêts. J'avais encore une chose à faire avant que les papiers ne soient signifiés. Je devais parler à l'ami de Daniel, Marcus. Pas mon locataire, mais un autre Marcus. L'ami d'université de Daniel, dont le nom était dans le téléphone de Daniel,
celui dont j'avais cru pendant des mois qu'il pouvait être une couverture. J'avais, grâce à un processus minutieux que je ne détaillerai pas en entier, confirmé que le contact téléphonique que j'avais observé n'était pas du tout l'ami d'université de Daniel. C'était une femme. Son nom était Tiffany Boulware. Elle avait 30 ans. Elle travaillait dans une société de gestion immobilière à Dallas qui avait une relation professionnelle avec la société de courtage de Daniel. Elle avait été, comme j'avais fini par le comprendre grâce aux documents que Robert avait obtenus au cours de son analyse financière, la destinataire d'au moins 4 virements bancaires distincts provenant du compte privé de Daniel au cours des 7 mois précédents. Les montants n'étaient pas importants. 200 € par-ci, 300 € par-là. Mais le modèle était clair, et la chronologie correspondait aux dates des reçus que j'avais trouvés dans la veste de Daniel. Tiffany Boulware n'était pas un personnage de l'ombre dans cette histoire. Elle avait fait des choix répétés et continus. Et ces choix avaient des conséquences. Le matin où les papiers de divorce ont été signifiés, je n'étais pas à la maison. J'étais dans un endroit pour le petit déjeuner à Msekini, la ville où vivait la sœur de Norma, assise en face d'une femme que j'avais appelée 3 jours plus tôt. Son nom était Gloria Mercé, la tante de Daniel, la sœur de son père, une femme que j'avais rencontrée exactement 2 fois. Une fois à notre mariage et une fois à un Thanksgiving où elle s'était assise en face de Norma toute la soirée avec la politesse prudente de 2 femmes qui géraient leur antipathie mutuelle depuis 30 ans. J'avais appelé Gloria non pas parce que je lui faisais entièrement confiance, mais parce que je savais, par des choses que Norma et Daniel avaient dites et par tout le récit de l'histoire de la famille Mercé, que Gloria n'avait jamais fait partie du cercle de Norma. Elle était en dehors de l'architecture de protection. J'ai dit à Gloria autour d'eux et de café que je demandais le divorce ce jour-là, que j'avais des preuves de tromperie financière s'élevant à plus de 50 000 € de fonds matrimoniaux qui avaient été détournés sans ma connaissance ni mon consentement. Et que je le lui disais parce qu'elle était de la famille, non pas pour la recruter, mais parce que je pensais qu'elle méritait de le savoir avant que cela ne devienne public. Je lui ai montré 3 pages du résumé financier. J'ai observé son visage pendant qu'elle les lisait. Elle a posé les pages et m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit, « J'ai toujours pensé que cette histoire de maison n'était pas normale. » J'ai dit, « L'histoire de la maison était le moindre des problèmes. » Elle a hoché la tête lentement. Elle a dit, « Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin de ma part ?» J'ai dit, « Pas pour le moment, mais j'aurai peut-être besoin d'un témoin en médiation qui pourra parler de l'historique financier de la famille. » Elle a dit qu'elle le ferait. Je suis retourné à Frisco. L'huissier était passé à la maison à 9h15. Daniel avait été assigné à 9h18. Il était 11h40 quand je me suis garé dans l'allée. La maison était calme. Je suis entré par la porte de devant et Daniel était assis à la table de la cuisine avec un dossier de papier devant lui et une expression que je ne peux décrire que comme l'expression d'un homme à qui l'on vient de dire que le sol n'est pas là où il l'attendait. Il a levé les yeux quand je suis entré. Il a dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Pas, « Qu'est-ce que c'est que ce document ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu fais ? » Juste qu'est-ce que c'est que ça ? Comme si les papiers eux-mêmes étaient apparus d'une dimension à laquelle il n'avait pas accès. J'ai posé mes clés sur le comptoir. J'ai dit, « C'est une demande de divorce. Tu as été assigné. Ton avocat recevra une demande de communication de pièces du mien d'ici la fin de la journée. Je te recommande de les appeler cet après-midi. » Il a dit, « D'où est-ce que ça sort ? Tu n'es pas. Nous n'avons même pas Elena. Nous pouvons en parler. Mon nom est Elena. Elena Ramsey Mercé, 31 ans, ergothérapeute, propriétaire, personne qui montait un dossier depuis 11 mois. Je l'ai regardé à travers la cuisine et j'ai dit, « Daniel, je sais pour le compte privé. Je sais pour les transferts à ta mère. Je sais pour Tiffany Boulware. Je sais pour les revenus de commission que tu as détournés depuis 6 semaines après notre mariage. Je connais l'existence des 4 reçus. Je connais la réservation d'hôtel en octobre, pas en octobre dernier, l'octobre d'avant à Grapevine. Je sais pour les 9 420 € de notre compte joint et exactement où ils sont allés. Mon avocat sait tout cela. Mon expert comptable judiciaire a documenté tout cela. Et dans le processus de découverte, tout cela sera pleinement établi. » Il est resté très immobile. J'ai dit, « Je vais rester chez Priya ce soir. Je reviendrai chercher mes affaires jeudi avec un ami. Tu devrais passer ce temps à appeler un avocat. » Il a dit quelque chose à ce moment-là. Sa voix était basse,
pas encore en colère, toujours dans la phase où il essayait de trouver une prise. Il a dit, je ne sais pas d'où tu sors tout ça, mais tu as tort. Tu ne peux pas juste. Elena, ce n'est pas comme ça que les gens gèrent les choses. J'ai pris mes clés. J'ai dit, tu as raison. La plupart des gens ne gèrent pas cela de cette façon, mais j'ai eu beaucoup de temps pour me préparer. Et je suis sorti. Norma était dans le couloir quand je suis passé. Elle avait clairement été là pendant une partie de la conversation. Sa posture avait cette alerte particulière de quelqu'un qui a écouté à travers un mur. Elle m'a regardé avec une expression que je ne lui avais pas vue auparavant. Pas une évaluation, pas le calcul agréable de surface, quelque chose de plus proche de la première prise de conscience qu'elle avait sous-estimé quelqu'un à un degré qu'elle ne pouvait pas encore mesurer pleinement. Je l'ai regardé. J'ai dit, bonjour, Norma. Et je suis sorti de sa maison. C'était un mercredi. Je suis resté chez Priya ce soir-là et elle a fait des pâtes, nous nous sommes assis sur son canapé et elle m'a demandé comment je me sentais. J'ai dit, vide, dans le bon sens du terme. Comme si je venais de poser quelque chose de très lourd et que mes bras enregistraient encore que le poids a disparu. Elle a dit que c'était exactement la bonne description. Nous avons regardé un film dont je ne me souviens pas et j'ai dormi 9 heures. Le jeudi, j'y suis retourné avec Priya et un de ses amis qui mesurait 1,85 m et qui était très calme. Et j'ai emballé ce qui m'appartenait. Mes vêtements, mes livres, les affaires de cuisine que j'avais apportées de mon appartement avant le mariage, mon ordinateur portable, une photo encadrée de mes parents, la petite peinture à l'huile que j'avais achetée sur un marché d'art à la Nouvelle-Orléans. J'ai été précise et j'ai été rapide. Daniel n'était pas à la maison. Norma était à la maison. Elle m'a observé depuis le couloir sans parler. J'ai accordé à chaque pièce exactement l'attention dont elle avait besoin et pas plus. Quand j'ai eu fini, j'ai dit au revoir à Norma avec la même douceur agréable que j'avais maintenue tout au long du mariage. Elle n'a rien dit. Son visage était contrôlé, mais ses mains, elle tenait une tasse de café, et ses mains étaient serrées autour d'elle de la façon dont cela se produit quand une personne travaille très dur pour projeter un calme qu'elle n'a pas. J'ai mis mes affaires dans ma voiture. Priya est partie la première. J'ai regardé la maison un instant. La maison dans laquelle Norma avait vécu pendant 30 ans. La maison dans laquelle Daniel avait grandi. La maison autour de laquelle ils avaient construit toute cette architecture. Et j'ai pensé, je ne veux pas de cette maison. Je n'ai jamais voulu de cette maison. Je voulais un mariage. Ils ont pris le mariage et pensaient qu'ils pourraient aussi garder la maison. Ils se trompaient sur ce point. Le processus de communication de pièces dans un divorce au Texas est légalement conçu pour être inconfortable pour la partie qui a quelque chose à cacher. Caroline me l'avait dit lors de notre première consultation complète de divorce avec une légère satisfaction professionnelle que j'avais appréciée. La communication de pièces signifie que l'avocat de Daniel recevrait des demandes formelles pour les relevés bancaires, les déclarations de revenus, les relevés de comptes professionnels, les relevés de courtage, les historiques de virements bancaires, les relevés de cartes de crédit. Les relevés téléphoniques, tout. Et parce que Robert avait déjà fait une partie substantielle du travail judiciaire, les demandes de communication de pièces de Caroline étaient très spécifiques. Elle ne pêchait pas. Elle présentait un filet avec des coordonnées exactes. Daniel a engagé un avocat. Son nom était celui d'un associé dans un cabinet de taille moyenne à Dallas. Et sa première communication à Caroline a été une lettre suggérant que mes affirmations étaient largement spéculatives et que Daniel était déterminé à trouver une résolution juste et équitable. Caroline m'a lu la lettre au téléphone. Je pouvais entendre la sécheresse particulière dans sa voix. Elle a dit, ils disent toujours ça. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Elle a dit, ça veut dire qu'il a regardé la demande de communication de pièces et a réalisé que nous avions les numéros de compte. 2 semaines après le début du processus de communication de pièces, l'avocat de Daniel a demandé une session de médiation. L'interprétation de Caroline à ce sujet était claire. Daniel voulait régler l'affaire avant que le tableau financier complet ne devienne un dossier judiciaire. Il y avait des choses dans ce tableau qui allaient au-delà de mon mariage. Des choses qui, si elles étaient documentées dans un dépôt de tribunal public, seraient visibles par les contacts professionnels de Daniel, ses clients, la société de courtage pour laquelle il travaillait, et quiconque irait chercher. La médiation était prévue pour un matin de fin juillet dans un cabinet d'avocats neutre à Plano.
Je suis arrivé vêtu d'une robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Non pas parce que je croyais devoir simuler la confiance, mais parce que je savais que la façon dont on occupe une pièce affecte la façon dont les gens nous traitent, et je n'étais pas prête à être traitée comme une épouse en deuil. J'étais prête à être traitée comme une partie disposant de preuves. Daniel est entré avec son avocat, et il avait l'air de ne pas avoir bien dormi. Il était plus mince qu'en juin. Sa posture avait perdu cette qualité détendue qui avait été la première chose que j'avais remarquée chez lui lors de cette collecte de fonds. Il ressemblait à quelqu'un qui avait lu et relu des documents et n'y avait rien trouvé de rassurant. Il m'a regardé une fois lorsque nous étions assis de part et d'autre de la table de conférence. Et puis il a regardé la table. Le médiateur était un juge à la retraite nommé Warren Phillips, qui avait l'énergie d'un homme qui avait entendu toutes les versions de toutes les histoires et n'était plus particulièrement surpris par aucune d'entre elles. Il a ouvert la session par une brève orientation sur le processus et les objectifs, puis Caroline a présenté notre position. Je veux décrire cette partie avec soin parce que c'est la partie qui compte le plus et je veux que vous compreniez exactement comment elle s'est déroulée. Caroline a d'abord présenté les transferts documentés de notre compte joint vers le compte de la coopérative de crédit de Norma Mercé. 41 215 € sur 14 mois. Elle a présenté les relevés bancaires, l'analyse de routage, la capture d'écran que j'avais prise de la confirmation par email de Norma, et le rapport d'expertise de 14 pages de Robert avec les sections pertinentes marquées en jaune. L'avocat de Daniel a tenté de caractériser cela comme des paiements de soutien familial autorisés que Daniel avait versés pour aider sa mère, que j'en étais consciente, et que j'avais tacitement approuvé cet arrangement. Caroline a posé une transcription imprimée de la conversation que j'avais eue avec Daniel quand j'avais posé des questions directement sur les transferts et qu'il les avait décrits comme des frais de recommandation commerciale. Elle a dit, si le client souhaite affirmer qu'il s'agissait de paiements de soutien familial effectués au su de l'épouse, j'ai un enregistrement daté et horodaté où il les décrit comme quelque chose de complètement différent en face d'elle. Warren Phillips a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Caroline a ensuite présenté le compte privé, le compte que Daniel avait ouvert 6 semaines après notre mariage, financé par des revenus de commission détournés. L'analyse de Robert a montré que ce compte avait reçu sur une période de 16 mois un total de 112 800 € de dépôt. Le solde actuel au moment de la demande de communication de pièces avait été réduit. Daniel avait retiré de l'argent dans les semaines qui ont suivi l'assignation, ce qui était en soi une action juridiquement significative, mais l'historique des dépôts était intact. 112 800 € de revenus qui avaient été gagnés pendant le mariage, acheminés vers un compte dont je n'avais aucune connaissance et qui n'avait jamais été divulgué dans aucune conversation financière entre nous. L'avocat de Daniel a dit qu'une partie de cela était des revenus commerciaux prénuptiaux qui avaient été déposés après la date du mariage. Caroline a dit, la documentation montre que le premier dépôt a eu lieu 43 jours après le mariage. Nous sommes prêts à faire assigner les registres de courtage si la caractérisation de revenus prénuptiaux est maintenue comme position. L'avocat de Daniel a regardé Daniel. Daniel a regardé la table. Ensuite, Caroline a présenté les preuves liées à Tiffany Boulware. Elle n'a pas présenté cela comme preuve d'une liaison. Elle l'a présenté comme preuve de fonds matrimoniaux utilisés pour soutenir une relation personnelle que Daniel avait cachée à sa femme. Les virements bancaires du compte privé de Daniel à Tiffany. 4 virements totalisant 1 400 € ont été présentés avec des preuves documentées que les deux s'étaient rencontrés en personne à au moins 6 occasions pendant le mariage. 3 de ces rencontres avaient été facturées comme des dépenses professionnelles sur une carte de crédit que Daniel et moi partagions. Le total des dépenses professionnelles utilisées à des fins personnelles qui a pu être documenté s'élevait à 7 200 €. Tiffany Boulware n'était pas présente dans cette pièce, mais son nom était dans les documents. Il était dans les registres de dépenses. Il était dans l'historique des virements bancaires. Il était dans la datation d'un reçu d'hôtel de Grappville qui correspondait à la fois à un relevé de carte de crédit et à un jour où Daniel m'avait dit qu'il était à une conférence professionnelle à Austin. Une conférence à laquelle, quand j'avais demandé à Caroline d'assigner les registres d'inscription, Daniel s'était inscrit mais n'avait pas assisté. L'avocat de Daniel a demandé une pause après que Caroline a fini sa présentation. Warren Phillips a accordé 15 minutes. Daniel et son avocat sont allés dans le couloir. Caroline et moi sommes restés assises dans la salle de conférence. Elle s'est versée de l'eau, m'a regardé et a levé son verre très légèrement. J'ai levé le mien. Nous n'avons rien dit. Il n'y avait rien de nécessaire à dire. Quand ils sont revenus, l'avocat de Daniel a dit que son client était prêt à discuter d'un cadre de règlement.
Il l'a dit de la façon dont les avocats disent les choses quand ils calculent le coût de continuer à se battre par rapport au coût de s'arrêter. Il a prononcé le mot au cadre et j'ai pensé au mot que Daniel avait utilisé à notre mariage quand il écrivait ses vœux, ce qu'il avait fait à la main, ce qui avait été le genre de détail qui m'avait fait croire en lui. Il avait utilisé le mot fondation. J'avais trouvé que c'était magnifique. Je sais maintenant qu'il décrivait quelque chose de structurel, une chose construite pour supporter un poids. Le cadre de règlement que nous avons négocié ce jour-là, finalisé au cours des 3 semaines suivantes par une série de documents d'aller-retour que Caroline a gérés avec précision, incluait ce qui suit. Daniel liquiderait son compte privé et le produit serait divisé conformément à la loi sur les biens communs du Texas, ce qui signifiait que je recevais 50% de la totalité des 112 800 €. Cela représentait 56 400 €. Les 41 215 € de transfert sur le compte de Norma ont été classés comme détournement abusif de fonds matrimoniaux, et Daniel a été tenu de rembourser le patrimoine conjugal pour la totalité de ce montant, dont la moitié m'est revenue, soit 20 607 € supplémentaires. Les 7 200 € de dépenses de crédit partagé mal utilisées ont été remboursés en totalité. Mes comptes personnels, y compris la propriété de Garland et toute sa valeur nette associée, ont été documentés comme biens propres et n'ont pas été touchés. Les biens personnels de Daniel et sa participation dans son entreprise de courtage, qui s'est avérée après l'analyse complète de Robert être considérablement moins impressionnante que ce que Daniel avait représenté pendant notre relation, étaient à lui. Son total payé à moi en règlement, environ 93 000 €, sans compter la restitution de mes biens propres. La maison de Garland, que j'avais maintenue à jour à travers tout cela, était à moi. Ma carrière, mes diplômes, mes relations professionnelles, à moi. Mon indépendance financière, que j'avais maintenue grâce à des choix structurels prudents dès le jour où j'avais emménagé dans cette maison de Frisco, à moi. Ce que Daniel a gardé, c'était le résidu d'une vie construite sur la dissimulation, la conscience de ce qu'il avait réellement fait pleinement visible pour lui et pour tous ceux qui avaient été présents dans cette salle de médiation, et les conséquences professionnelles qui commençaient déjà. Parce que j'avais fait attention à autre chose dans les mois précédant le dépôt du divorce. Je n'étais pas allé sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas appelé des amis communs avec ma version de l'histoire. Je n'avais fait aucune des choses qui ressemblent à des campagnes d'information mais qui fonctionnent comme des preuves de mauvaise foi. Ce que j'avais fait, action était de dire la vérité quand on me le demandait directement. 3 couples que nous connaissions socialement m'avaient demandé dans les semaines qui ont suivi la séparation visible ce qui s'était passé. J'ai dit la même chose à chacun d'eux, calmement et factuellement. Daniel avait caché des comptes financiers et des dépenses personnelles tout au long de notre mariage. Nous étions en procédure de divorce et je ne lui souhaitais rien d'autre que l'opportunité de faire mieux. C'est tout ce que j'ai dit. Les gens, d'après mon expérience, comprennent la différence entre quelqu'un qui dit la vérité et quelqu'un qui met en scène un grief. Ils ont entendu la vérité. Ils ont tiré leurs propres conclusions. Dans les 2 mois suivant la séparation, Daniel a perdu 3 relations de recommandation de clients qui étaient passés par notre réseau social commun. Sa société de courtage a mené une discrète enquête interne après qu'un client a soulevé des questions sur la comptabilité des dépenses, une enquête qui a abouti à un plan formel et documenté d'amélioration des performances et au retrait de Daniel de 2 comptes actifs majeurs. La société ne l'a pas licencié immédiatement, mais elle l'a repositionné d'une manière qui rendait son précédent potentiel de commission effectivement impossible. Ses revenus ont chuté de plus de la moitié en 4 mois. La maison de Frisco, je dois vous le dire, ne faisait pas partie du règlement du divorce. Elle n'a jamais été un bien matrimonial. C'était la maison de Norma, au nom de Norma, et Daniel n'avait aucune revendication sur elle qu'il pourrait me transférer, peu importe ce qu'il avait promis. Ce que cela signifiait, c'est que Daniel, après la finalisation du divorce, est retourné vivre dans la maison de sa mère. Il y est retourné à 35 ans, diminué dans ses revenus, dépouillé du récit public qu'il avait maintenu, et partageant à nouveau l'espace avec la femme qu'il avait couvert pendant des années. Je suis consciente d'une ironie particulière dans ce résultat. La maison qui était censée être la fondation, la maison familiale, l'atout autour duquel Norma et Daniel avaient construit toute leur stratégie est devenu l'endroit où tous deux vivaient avec les conséquences de cette stratégie. Ils ne pouvaient pas se permettre de vivre seuls au niveau qu'il avait maintenu. Elle ne pouvait plus se présenter à leur communauté comme la matriarche solidaire qui avait élevé un fils couronné de succès. La version des événements qui avait été l'histoire publique de la famille Mercé, la fondation solide, l'engagement familial, la maison chaleureuse,
avait été remplacé par quelque chose de plus petit, de plus calme et de beaucoup plus difficile à jouer. Norma m'a contacté une fois en septembre, 2 mois après la finalisation du divorce. Elle a envoyé une lettre par l'intermédiaire d'une connaissance commune, non pas une communication légale, mais une communication personnelle, manuscrite, de 4 paragraphes. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'elle disait. Ce que je vais vous dire, c'est que c'était le genre de lettre dans laquelle une personne explique longuement pourquoi les choses qu'elle a faites étaient raisonnables compte tenu des circonstances dans lesquelles elle se trouvait, et pourquoi la personne qu'elle a blessée pourrait envisager. Dans un esprit de générosité, de ne pas lui en tenir rigueur. C'était une lettre sophistiquée. C'était aussi une lettre me demandant de la protéger des conséquences qu'elle n'avait pas encore pleinement absorbées. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu et je ne le ferai pas. Non pas parce que je ne comprends pas ce qu'elle demandait. Je le comprends parfaitement. Mais comprendre quelque chose n'est pas la même chose que d'accepter de l'absorber. Norma a fait des choix. Elle les a fait en sachant pertinemment qui en paierait le prix. Le fait que le prix lui soit finalement revenu n'est pas une tragédie. C'est un règlement de compte. Tiffany Boulware, m'a-t-on dit par l'intermédiaire d'un collègue qui évoluait dans certains des mêmes cercles professionnels que le monde de la gestion immobilière de Dallas, a quitté son poste au sein de la société en août. Que cela ait été lié au document de la procédure de communication de pièces qui faisait référence à son nom dans une procédure de divorce formel, document qui, une fois déposé devant le tribunal de la famille, font partie du dossier public, ou que ce soit pour d'autres raisons. Je ne sais pas. Je sais que la relation professionnelle qu'elle avait entretenue avec la société de courtage de Daniel est devenue compliquée après le dépôt du divorce, car elle a été mentionnée dans l'enquête interne. Je sais qu'elle a appelé Daniel plusieurs fois dans les semaines qui ont suivi son assignation, et que Daniel, selon plusieurs témoignages, a cessé de répondre. Une femme qui se croyait être une priorité a découvert qu'elle était une responsabilité. C'est une éducation particulière qui coûte exactement autant qu'elle enseigne. Je suis retourné dans ma maison de Garland en août, le mois où Marcus est parti pour son poste d'enseignant à Columbus. Il l'a laissé très propre et m'a envoyé une carte me remerciant d'être une propriétaire juste. J'ai scotché la carte à l'intérieur d'une porte d'armoire de cuisine où je peux la voir quand j'attrape ma tasse à café. La maison sentait comme lui quand j'y suis entré pour la première fois. Une odeur propre et neutre de la vie de quelqu'un d'autre. Et puis, lentement, elle a recommencé à sentir comme moi. Comme la bougie spécifique au cèdre que j'allume le soir. Comme l'huile d'olive que j'utilise trop quand je cuisine. Comme la lavande que j'ai plantée dans le jardin le premier printemps où j'ai possédé l'endroit, et qui a poussé de manière non gérée et joyeuse pour devenir quelque chose de considérablement plus grand que ce que j'avais prévu. J'ai repeint le salon. J'ai acheté un nouveau canapé, un canapé en velours vert foncé qui est objectivement trop grand pour l'espace et que j'aime sans réserve. J'ai cuisiné un dîner pour 6 personnes en octobre, le premier que j'organisais depuis 2 ans. Et j'ai fait un plat d'agneau que ma mère m'a appris. Et j'ai utilisé la belle vaisselle que j'avais achetée sur un marché aux puces à la Nouvelle-Orléans. Et j'ai ri pleinement, sans calcul, sans surveiller si mon rire était trop fort ou trop spontané. Et le son de ce rire dans ma propre cuisine, dans ma propre maison, un samedi soir où je n'avais nulle part où être et rien à prouver, a été la meilleure chose que j'ai entendue en 2 ans. Il y a des choses que je sais maintenant et que j'aurais aimé savoir plus tôt. Je sais que la confiance n'est pas la même chose que la preuve. Je sais que l'absence d'une question est une information sur la personne qui ne la pose pas. Je sais que lorsqu'une structure est conçue pour extraire votre travail tout en empêchant votre propriété, la chaleur des personnes à l'intérieur de cette structure n'est pas de la générosité. C'est de la gestion. Je sais que protéger quelqu'un des conséquences n'est pas la même chose que de l'aimer. Et je sais que la version de vous-même qui existait avant que vous ne soyez lentement diminué n'a pas disparu. Elle attend. Elle est patiente et elle tient de très bons registres. J'ai 33 ans maintenant. 2 ans se sont écoulés depuis le matin où j'ai trouvé ce reçu, plié le torchon, fait le café et commencé à planifier. Je vis dans ma maison, dans ma rue à Garland, au Texas. Le chêne vert dans le jardin ombrage tout le porche. Je fais un travail dans lequel je suis doué, qui me paie bien et qui m'appartient. Mon nombre de patients, ma réputation professionnelle, mes qualifications de formation continue que j'ai mises à jour au printemps dernier. J'ai mes parents, qui ne m'ont pas dit de rester, qui m'ont dit de faire ce qui était juste pour moi, ce que font les bons parents. J'ai Priya, qui est venue au dîner et qui a un peu pleuré pendant les toasts, ce qui m'a fait pleurer, ce qu'elle fait toujours.
J'ai quelques nouvelles amitiés qui se sont développées au cours de la dernière année. Des gens que j'ai rencontrés grâce à un groupe de randonnée que j'ai rejoint en janvier. Des gens qui ne me connaissent que comme la femme que je suis maintenant et non comme la femme que je jouais à Frisco. Je n'ai pas entamé de nouvelles relations amoureuses. Ce n'est pas une blessure. C'est un choix. Je suis très clair sur ce que je vais accepter et ce que je n'accepterai pas. Je ne suis pas pressé. Je sais ce que j'ai et je sais ce qu'il en coûte pour le protéger. Et je sais que la bonne personne, quand elle apparaîtra, posera les questions spécifiques qui comptent sur ce que j'ai construit, ce que j'ai, ce que je suis, ce que je veux. Parce que quelqu'un qui veut un véritable partenariat veut en connaître les conditions réelles. Le matin dont je me souviens le plus clairement avec le recul n'est pas le matin où j'ai trouvé le reçu. C'est un matin de fin août, 3 semaines après avoir réemménagé dans ma maison. Je me suis réveillé à 6h30 parce la lumière, à travers le rideau que je n'ai pas encore remplacé, entre à un angle qui frappe directement le mur. J'ai fait du café. Je me suis assise sur le porche arrière avec la tasse à 2 mains, et le chêne vert était énorme au-dessus de moi. Comme il l'est à la fin de l'été, quand les feuilles sont encore pleines et que la lumière qui les traverse est verte et dorée. Et le quartier était calme, de la façon si particulière des petits matins dans une rue résidentielle. Une voiture au loin, un chien quelque part, le bruit de ma propre respiration. Et j'ai pensé très simplement et sans cérémonie, je suis à la maison. Pas à la maison dans le sens d'un endroit où j'étais retourné. À la maison dans le sens d'un moi que j'avais récupéré. Le reçu dans la poche de sa veste, le torchon plié sur le comptoir, le fichier de notes sur mon téléphone, protégé par mot de passe, sauvegardé, le petit déjeuner à MC Kini avec une femme qui n'avait jamais aimé ce que Norma représentait. Le matin où les papiers ont été signifiés, et je n'étais pas là. La salle de médiation, la table et les documents marqués en jaune, le règlement signé, le retour. Je n'ai pas pardonné à Daniel. Je n'en avais pas besoin. Le pardon est un cadeau que je m'offre quand il est utile, pas un cadeau que je dois à quelqu'un qui a passé 16 mois à me tromper systématiquement tout en vivant sur mes revenus et en planifiant sa prochaine phase. Ce que j'ai donné à Daniel, c'est exactement ce qu'il m'a donné, un retour proportionnel. Il m'a donné la tromperie. Je lui ai donné la documentation. Il m'a donné l'extraction. Je lui ai donné la procédure de découverte. Il m'a donné une performance de partenariat avec rien derrière. Je lui ai présenté la facture. Norma obtient encore moins de moi que cela. Elle obtient mon silence, qui est la chose la plus honnête que j'ai à lui offrir. Ce que j'ai à vous offrir, si vous regardez ceci et que quelque chose dans cette histoire s'est installé dans votre poitrine de la façon dont seules les choses vraies le font, c'est ceci. Vous ne l'imaginez pas. Si on vous a dit, de petite ou de grande façon, que votre perception est le problème, que vous êtes trop sensible, trop méfiante, trop émotive, pas assez flexible, pas assez compréhensive, pas assez engagée. Écoutez-moi quand je dis que votre perception est une donnée. Ce que vous remarquez est réel. Ce que vous ressentez est une information. Et si vous avez discrètement constitué un dossier dans votre tête sur tout ce qui ne colle pas, cet instinct n'est pas de la paranoïa. C'est de l'intelligence. C'est de la préservation de soi. Et il est tout à fait en votre pouvoir d'agir en conséquence. Documentez. Prenez un avocat. Prenez un expert comptable judiciaire si de l'argent est en jeu. Trouvez une personne de confiance en dehors du système qui a été construit autour de vous. Et n'étendez en aucun cas votre protection à quelqu'un qui ne vous a pas protégé. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, si à un moment donné vous avez pensé « je connais ce sentiment », laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Et si vous connaissez quelqu'un qui trouve des excuses pour une personne qui a cessé de les mériter il y a longtemps, partagez cette vidéo, car parfois nous avons besoin de voir qu'il est possible de découvrir, de se préparer et de partir avec tout ce qui nous est dû.